Martineau. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, la Cour suprême va bientôt se prononcer sur la légalité du AR-15, qui est l'arme préférée des tueurs de masse. Voilà, c'est ce qu'on pense, en tout cas, à la lumière, ça va paraître paradoxal de dire ça comme ça, mais à la lumière d'une cause qu'on vient de refuser d'étudier. Donc, je m'explique un peu plus. La Cour suprême vient de refuser, pour que la Cour suprême accepte de se prononcer dans un dossier ou d'entendre les argumentaires, il faut qu'il y ait 4 des 9 juges qui disent « OK, on se penche sur ce dossier-là ». Et on se plaignait présentement, c'est dans les derniers jours que c'est parvenu à la Cour suprême. Donc, on se plaignait en fait de l'interdiction imposée par le Maryland de posséder, d'utiliser un fusil AR-15. Donc, c'est interdit. Ce que le Maryland laisse entendre carrément, c'est vous avez beau relire le deuxième amendement tant que vous voudrez, il n'y avait pas de AR-15 au moment du deuxième amendement. Puis on pense que le deuxième amendement permet d'éliminer finalement de la possession d'armes certains types d'armes, donc dont le AR-15. La cause s'en va donc devant la Cour suprême et il n'y a que 3 des 9 juges les plus conservateurs qui décident de dire oui, nous, on aimerait ça étudier cette cause-là. Le 4e, celui qu'on attendait, c'était Brett Kavanaugh, le fameux Brett Kavanaugh dont la nomination avait été tellement controversée. Ça avait été un véritable roman savon au Sénat sur sa vie privée, sa consommation de bière. Brett Kavanaugh dit je n'y vais pas cette fois-là, mais attendez-vous à ce que ça survienne bientôt. Donc, c'est intéressant l'ouverture que fait Brett Kavanaugh. Donc, il pourrait être le 4e juge. Le nombre de 4, donc, on parviendra au nombre de 4 qui est nécessaire pour étudier ce dossier-là. Et ça permettrait, une fois de plus, d'aller au fond des choses. Parce que il n'y a personne aux États-Unis, personne de sensé au plan politique, de stratégique, qui dit on va interdire les armes aux États-Unis. La culture américaine, elle est on ne la refera pas ou on ne la refera pas à court terme. Donc, la culture américaine fait en sorte qu'on aime accéder aux armes. On veut pouvoir posséder des armes. Puis, on le veut pour le loisir, la chasse et malheureusement pour autre chose, entre autres la protection. Quand je dis malheureusement, c'est les excès qui sont entraînés par cette facette-là. Mais donc, est-ce que le AR-15, est-ce que les armes, par exemple, qu'utilisent certains amateurs d'armes sont vraiment inclus dans le deuxième amendement? Besoin est-il de rappeler que quand on fait les amendements à la Constitution américaine, c'est 1791. On devine que les armes ont évolué énormément depuis ce temps-là. Donc, encore une fois, c'est un dossier chaud, c'est un dossier qui est délicat, mais ça nous permettrait de fond des choses. C'est un angle sous lequel on n'a pas nécessairement abordé encore les armes à feu. Ben, tu sais, ça pose toute la question de prendre la Constitution de façon littérale en disant c'est les pères fondateurs. En 1776, c'était des mousquets, Christy. Des mousquets. Tu sais, il fallait que tu mettes de la poudre noire, puis avec un petit bâton, tu tassais la poudre, puis tu mettais. Tu sais, vraiment n'importe. Tu mourrais plus souvent des mauvais traitements après la blessure que du tir lui-même. Ça donne une idée de la précision des armes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons tireurs à l'époque, mais on n'a pas encore développé le type d'armes auquel on a accès aujourd'hui. Et tu as bien raison, quand je parlais des 3 juges les plus conservateurs, qui eux disaient, nous, on serait prêts à étudier ça maintenant, parce qu'on pense que c'est injuste ce que fait le Maryland pour tous les propriétaires de AR-15 qui, eux, se comportent bien. Donc, c'est toujours le même argumentaire qui revient. Donc, c'est intéressant. Ce sont des originalistes. Ce sont des gens qui disent, on interprète, on prend la Constitution au pied de la lettre, puis on fait, je nuance pas assez, mais on fait comme fi de l'évolution des États-Unis depuis 1789, au plan économique, au plan social, au plan militaire, au plan des forces policières, de la sécurité. On fait fi de ça pour revenir à une interprétation qui était celle de 1791. Et c'est là où je dis souvent, c'est ce qui me fascine aux États-Unis, c'est le genre de débat extrême auquel nous, on se prête moins souvent, et ça fait mon affaire. Je nous préfère un peu tiède par rapport aux voisins américains sur certaines choses, en tout cas. Mais c'est une cause que je vais suivre avec énormément d'intérêt. Moi, je peux pas comprendre pourquoi quelqu'un a AR-15 à la maison. C'est certainement pas pour la chasse. Là. Je veux dire, vraiment, à quoi ça sert, ça? T'sais? Je t'ai déjà dit, hein, j'ai été élevé avec des armes à la maison. Mon père était un chasseur. J'y suis allé.
C'est pas la peur des armes ou la crainte des armes, mais moi aussi, c'est pourquoi autant. À certains endroits, je pense t'avoir déjà dit, à la limite, j'habite dans certains quartiers que j'ai visités aux États-Unis. Et je visite pas en famille, pas avec les enfants, mais il y a des endroits où on se sent pas en sécurité et où j'aurais peut-être une arme à la maison. Donc, je suis prêt à aller jusque-là. Est-ce que c'est un AR-15 dont j'ai besoin? Donc, il y a un profond malaise avec ça et on verra. Est-ce que la Cour suprême va Hum. y aller? Parce que moi, je pense que le juge en chef de la Cour suprême, les trois juges plus progressistes, faudrait voir ensuite où va se situer quelqu'un comme Brett Kavanaugh, par exemple, ou Amy Coney Barrett, jusqu'où ils sont prêts à appuyer finalement le deuxième amendement qui autorise tout, incluant Ah oui. le AR-15. Puis le fameux AR-15, là, pour ceux qui se demandent mais pourquoi je voulais en parler aujourd'hui, c'est l'arme qu'on trouve le plus souvent entre les mains de ceux qui procèdent ou qui font des tueries de masse. Donc, c'est une arme qui fait énormément de dégâts en peu de temps. Merci pour la photographie. Et c'est une arme qui est la version civile, si on veut, d'une arme de combat, d'une arme militaire. Qui a besoin d'une arme militaire chez soi? Je veux bien croire qu'on vit dans une culture différente qui n'est pas la nôtre, mais la question demeure. Écoute, un beau cadeau sur un plateau d'argent qui a été offert à Donald Trump. Ce qui s'est passé au Colorado, à Boulder, on a vu là 8 blessés, un homme qui les attaquait avec des lance-flammes en criant Free Palestine. C'était un Égyptien qui était sur le territoire américain de façon illégale. T'imagines à quel point ça va apporter de l'eau à son moulin, ça? Il y a deux gros angles derrière cette histoire-là qui est absolument dramatique parce que ceux qui étaient là allaient participer à... C'est un événement sportif qu'on faisait, mais en commémorant finalement la mémoire de ceux qui sont décédés dans l'attentat terroriste du 7 octobre par le Hamas, donc en Israël, puis aussi pour ceux qui sont encore détenus. Et voilà, cette fois-là, donc, on s'en prend à eux. Première chose à souligner, je pense, c'est, on en avait déjà parlé tous les deux, la hausse à la fois de l'islamophobie et de l'antisémitisme. J'ai regardé les chiffres de 2024 encore et on a vraiment importé aux États-Unis une lutte qui se déroule ailleurs. Et parce qu'on associe les gens aux factions les plus radicales, au Hamas, ou encore, je pense qu'on peut dire qu'Israël revient très, très, très fort depuis le 7 octobre. On utilise des termes comme génocide sur la planète. Le FBI dit, écoutez, l'islamophobie puis l'antisémitisme, on est dans les 200-300% de hausse depuis le mois d'octobre. Cette fois-là, c'est clairement de l'antisémitisme. C'est quelque chose, c'est un acte de barbarie. Donc, prenons ce côté-là. Ce qui se passe entre le Hamas, la Palestine et Israël, qui malheureusement dégénère parfois en gestes brutaux, violents et inadmissibles aux États-Unis. On l'a vu sur les campus aussi américains. De l'autre côté, ben, tu l'as dit, ça vient nourrir tout le narratif. C'est un cas, dans ce cas-ci, c'est un cas d'exception. Mais le président Trump, Richard, c'est le seul dossier dans lequel les Américains sont presque majoritairement d'accord avec lui. C'est le dossier de l'immigration. À 49,5%, on se range derrière Donald Trump, même s'il utilise des moyens qui parfois ne sont pas légaux ou des moyens qui se retrouvent devant les tribunaux et la Cour suprême. Et tu l'as bien souligné, on vient de fournir un cas parfait à Donald Trump pour dire, je vous l'avais dit, hein, on va vous protéger des tueurs, des terroristes. On a commencé à faire le travail, puis vous voyez en raison de ça qu'il faut continuer. Donc, oui, ce sont les deux volets, les retombées du conflit aux États-Unis, puis en même temps, le dossier de l'immigration illégale qui revient dans l'actualité. Écoute, Kanye West, justement, parlons d'antisémitisme, là, qui a une chanson qui fait l'apologie d'Hitler. C'est ça aussi, hein, c'est drôle parce que je discutais avec Maximile avant qu'on entre en ordre, puis Kanye West, je le suis à peu près depuis ses débuts. Et c'est quelqu'un qui est venu un peu de nulle part, qui a surpris dans le monde de la musique, qui s'est imposé. Mais dans les dernières années, on en parle beaucoup moins pour sa musique. Aujourd'hui, c'est pour sa musique, mais pour certains idéaux qu'il porte et qu'il défend. Et quand on a une chanson qui s'appelle Heil Hitler, et qu'ensuite des plateformes finalement réagissent, ça a pris un certain temps, honnêtement, avant que ça réagisse. Et j'ai lu le texte de Sophie, entre autres, qui est en lien avec ça là, récemment. Quand des plateformes sont rendues à le bannir, ce qui ressort surtout, ben, c'est le côté nazi et c'est le côté extrême droite. On le dit, toi et moi, ça aussi à plusieurs reprises, l'extrême droite, elle s'est comme dédouanée aux États-Unis. Ces groupuscules d'extrême droite, ils sont là depuis longtemps, leur présence est documentée, ils étaient suivis, mais ils vivaient un peu en marge, ils vivaient dans l'ombre. On est maintenant rendu à une période où
un des rappeurs ou des auteurs de hip-hop en vue. Sa réputation a souffert dans les dernières années, mais va jusqu'à finalement faire une chanson où on récupère littéralement mot pour mot une déclaration d'Hitler qu'on pas qu'on s'attribue au sens où il en prend possession, mais qu'on applique à sa vie et à la situation actuelle. Si on n'est pas dans la controverse, puis si on n'est pas dans l'extrême droite qui est sans gêne et qui est dédouanée, ben écoute, et quelle est c'est triste, là, ceux qui n'aiment pas quand j'en parle vont trouver de quoi ronger leur frein encore. Quel est le seul politicien qui a ouvert la porte à quelqu'un qui défend des idées d'extrême droite dans les dernières années? Trump. Combien de fois j'ai dans des textes ou dans des chroniques documenté la proximité de Trump avec l'extrême droite. Si lui n'est pas d'extrême droite, l'extrême droite l'aime beaucoup. Donc, on peut au moins conclure ça. Encore une fois, Ye ou Kanye West a eu accès à la Maison-Blanche, à plus d'une reprise d'ailleurs, pour rencontrer le président des États-Unis. Puis écoute, un gars d'extrême droite qui est noir en plus, c'est un cadeau parfait pour Donald Trump. Ah, ça, c'est... Écoute, on est... C'est un excellent. univers parallèle, on le dit souvent. Oui. Salut Luc, à demain, merci. Bonne fin de journée, bye.